Hello. Bienvenue à cette première vidéo complément sur le Métal le Curieux numéro 10 au sujet de Caligula. Il y avait un paquet de points que je voulais aborder, l'histoire de Caligula est absolument passionnante, mais en faisant ça je me serais éloigné du propos de base. L'objectif c'était de parler des sources, de la difficulté de les interpréter, et de la manière dont évoluent les connaissances historiques, pas de faire un biopic sur Caligula. Donc, pour éviter de faire une vidéo complètement indigeste, tous ces petits trucs en plus dont j'avais envie de parler, je vais les faire dans des petites vidéos complémentaires qui vont pas dépasser les 5 minutes. Je vais pas non plus débunker une par une les petites anecdotes, d'autres chaînes YouTube l'ont déjà fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir une vision plus globale, enfin d'essayer en tout cas, qui peut expliquer ces idées reçues qu'on a au sujet de Caligula et un petit peu de Tibère du coup. Donc dans cette vidéo, on va parler complot et vous allez voir qu'il y a largement de quoi faire en termes d'intrigue à la Game of Thrones. C'est même un parfait argument en faveur de la vraie histoire est parfois aussi passionnante que n'importe quelle fiction. Pendant le règne de Tibère, il y a un personnage qui intrigue dans l'ombre, acquiert du pouvoir et prend de l'ampleur, à tel point que certains événements de la vie de Caligula, et certaines de ses actions aussi, y sont directement liés, même plusieurs années après la mort de ce personnage. On va parler de la conspiration de Séjan. Il faut bien comprendre que les sources antiques mentionnent Séjan, mais ne lui accordent qu'une importance relative. Et en outre, comme on l'a déjà vu dans l'épisode principal, les sources antiques, c'est pas ce qui se sait de plus fiable. Donc tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ce que les historiens ont pu reconstituer en connectant les événements entre eux et en lisant entre les lignes. Lucius Aelianus Seianus, que l'on nomme Séjan, est un chevalier de l'ordre équestre. Chevalier de l'ordre équestre, ça n'a rien à voir avec le concept de chevalier tel qu'on pourrait l'imaginer. Il n'y a pas de serment, de geste épique ou d'amour courtois. En fait, le terme latin c'est equites et ça désigne une certaine classe d'aristos. Il est issu d'une famille qui côtoie la grandeur. Certains membres de sa famille sont sénateurs et d'autres ont même accédé au consulat. Séjan devient préfet du prétoire en 15, date à laquelle les sources commencent à parler de lui juste après l'accession au pouvoir de Tibère. Et c'est à partir de cette date qu'il commettra ses méfaits. Dans l'épisode principal, je vous ai parlé de Germanicus, le père de Caligula, qui est un général romain très apprécié du peuple. Il est le petit-fils de Marc-Antoine et d'Octavie, la sœur d'Auguste, et sa femme Agrippine est quant à elle la petite-fille d'Auguste par sa mère. Donc le gars a un arbre généalogique qui pète la classe, et en plus de ses succès militaires, ça va pas mal aider à la popularité de son fils et à son accession au principat. Pour couronner le tout, Tibère fait de Germanicus son fils adoptif et lui accorde un certain nombre de faveurs, y compris en lui permettant d'accéder au consulat en même temps que lui, ce qui a tendance à le désigner comme son potentiel successeur. Ce qui a aussi tendance à remettre largement en question la supposée jalousie de l'empereur à l'égard de Germanicus, telle que décrite par les anciens. Donc finalement, Germanicus il aurait peut-être pas été empoisonné sur ordre de Tibère. Lorsque Germanicus meurt en 19 de notre ère, Tibère est privé de son héritier. Il cherche alors à favoriser les enfants de Germanicus, Néro et Drusus III, au détriment de son propre fils, Drusus II. Oui, ça fait beaucoup de Drusus, et non, ce Néro n'a rien à voir avec le futur empereur Néron, qui n'est même pas encore né à cette époque. À cette période, Séjan a déjà une influence considérable. Ses succès militaires et son apparente retenue lui avaient attiré la sympathie de Tibère, qui le surnommait associé de ses travaux en public. En 23, il réforme la garde prétorienne, la rassemblant dans une seule caserne au sein de Rome, là où auparavant les 9 cordes de la Légion étaient éparpillées à travers la ville de Rome, ce qui a pour conséquence d'accroître considérablement son influence. On peut imaginer que son accession inquiète la classe sénatoriale. Il n'hésite pas à se débarrasser de ses ennemis en les faisant accuser du crime de lèse-majesté. Petite précision, à cette époque, le crime de lèse-majesté désigne tout fait de rébellion, de désertion, d'abus de pouvoir et d'atteinte à l'honneur des magistrats. De tous les magistrats. Pas juste de l'empereur donc. Putain qu'à faire, ces gens ils n'hésitent pas à placer ses potes à des postes haut placés. Ça lui permet d'avoir des agents un peu partout et qui lui permettront d'accuser n'importe qui à sa demande. Son influence n'inquiète cependant pas que la classe sénatoriale, mais aussi une partie de la famille impériale. Une rivalité naît entre le préfet du prétoire et Drusus II, dont l'objet était vraisemblablement la régence de Rome à la mort de l'empereur. Cette rivalité arrive au point où les deux hommes finissent par en venir aux mains. Pour se débarrasser de son ennemi, Séjan se rapproche alors de sa femme, Livilla. Il la séduit, puis la pousse à l'adultère. Livilla n'a alors plus d'autre choix que d'aider Séjan,
et, en échange d'une promesse de mariage qui ne sera évidemment pas tenue, l'aide à empoisonner Drusus II. En 26, Tibère, fatigué par les intrigues de cour, s'exile en Campanie, puis sur l'île de Capri l'année suivante, possiblement encouragé par ses gens. Parallèlement à cela, Agrippine semble être convaincue de la culpabilité de Tibère dans la mort de son mari. Elle ne lui fait pas confiance et s'oppose régulièrement à lui. Agrippine, elle a un caractère de cochon, inutile de vous dire que ça fait quelques étincelles. Les relations entre cette femme intransigeante et l'empereur ne font que se dégrader au fil du temps, et ces gens en profitent pour exacerber la méfiance de l'empereur vis-à-vis d'Agrippine, plantant et arrosant sans cesse la graine du soupçon. Jusqu'à ce qu'en 29, Tibère donne l'ordre d'arrêter Agrippine et ses enfants. La veuve de Germanicus et Néro sont exilés et meurent en exil, et Drusus III, lui, meurt en prison. On ne sait pas du tout comment Caligula a vécu ces années-là, mais il me paraît assez probable que la mort de la quasi-totalité de sa famille, des suites d'intrigues politiques, l'ait rendu quelque peu parano par la suite, ainsi que l'a aidé à se rapprocher de ses sœurs. Rappelons aussi qu'à Rome, il est coutume d'attaquer la vie sexuelle de ses opposants politiques pour les décrédibiliser. Entre ça et la proximité de Caligula avec ses sœurs, les accusations d'inceste peuvent trouver une certaine origine. Pendant que la maison de Germanicus tombe en lambeaux, ces gens continuent à monter au sommet. En 31, Tibère le fait consul et lui octroie le pouvoir proconsulaire sur toutes les provinces. On ne sait pas trop à quel moment, ni exactement pourquoi, mais Tibère finit par se méfier de l'ancien préfet du prétoire et soupçonne un coup d'état. Il finit par le faire arrêter et exécuter, et son corps est voué aux gémonies. Sa chute déclenche un véritable bain de sang. La famille de Séjan est massacrée et une véritable purge du Sénat est orchestrée pour traquer, démasquer et exécuter tous les anciens alliés de Séjan qui auraient pu prendre part à ce coup d'état. Et tout le monde dénonce son voisin, c'est la foire à la saucisse. Donc voilà, ça peut aussi expliquer l'aspect soi-disant sanguinaire de Tibère. Bref, Séjan, il a quand même un peu foutu le sbeul. Parmi ses anciens alliés, il y en a un qui est démasqué mais pas inquiété. Il s'agit d'un personnage puissant que Tibère ne voulait pas se mettre à dos pour éviter une guerre civile, et ce personnage, on le retrouvera lors d'un complot qui se tiendra du vivant de Caligula.